gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line, what's left. Deuxième numéro de Quinquiliba de la semaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Merci de votre fidélité renouvelée à ce magazine. Nous sommes le mardi 19 décembre 2023 et la principale chronique qui nous accompagne ce matin, c'est celle de Hassan Sine, e-administration. C'est sans oublier bien évidemment les incontournables, la météo, la gymnastique et le bulletin d'information. La rubrique invitée également, nous en aurons deux ce matin en plateau. Vous avez sans doute pu constater beaucoup de poussière sur Dakar et sur une bonne partie du territoire sénégalais. N'oubliez surtout pas de sortir avec vos masques. Tout de suite, je vous propose de suivre les prévisions météorologiques avec nos partenaires de la NACIM. Toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis téléspectateurs, pour votre bulletin météo de la NACIM. Suite à son avis de vent fort qui sera en mer au courant donc, de cette journée, vent qui touchera les domaines maritimes de la Grande Côte de Dakar et de la Petite Côte et qui intéressera dès 12 h la partie casamançaise. Donc ces vents seront de mise jusqu'au jeudi 21 décembre à 12 h. Donc vigilance par rapport à ces vents, chers usagers. Et nous allons poursuivre avec l'animation satellite pour voir qu'un ciel plutôt chargé en nuages est attendu au courant de cette journée. Des nuages qui vont par moments obscurcir le ciel sénégalais avec des vents d'est à nord-est qui vont souffler essentiellement sur le territoire. Les prévisions de cette journée mettent en exergue des températures plutôt fraîches attendues un peu partout sur le territoire, des températures qui ne vont pas dépasser 34 degrés, 33 degrés le maxi des températures enregistrées à Fatick, 30 degrés dans la partie est du pays à Matam, Bakel et à Kédougou, 31 degrés enregistrés majoritairement dans le centre mais aussi dans l'ouest à Dakar, Mbour ou encore Thiès. Les températures les plus basses sont attendues cette fois-ci dans le sud-ouest du pays avec 29 degrés à Ziguinchor et à Sédhiou et 28 degrés à Kolda avec une couche de poussière dense qui va persister toujours sur le territoire sénégalais. Parlant de cette couche de poussière dense, elle restera de mise donc sur le territoire au courant des 3 prochains jours, disons même jusqu'à pratiquement la fin de semaine, avec un niveau de vigilance qui est plutôt élevé dans les localités ouest, Dakar, Thiès ou encore Mbour, les localités centre Diourbel, dans la partie nord, Louga, Podor, Saint-Louis, Linguère, est avec Matam, Bakel, Tambacounda qui sont concernés. Sur le reste du territoire, le niveau de vigilance est plutôt modéré, donc une couche de poussière dense qui va toujours être de mise, pouvant réduire les visibilités très fortement dans les zones nord, est et ouest et même centre, et très légèrement donc dans la partie sud du pays. Également, cet avis de vent fort en rappel qui sera de mise dès 12 h sur la casamançaise, mais qui est toujours en cours sur les domaines de la Grande Côte de Dakar et de la Petite Côte, qui pouvant dépasser 40 km/h et qui va persister donc jusqu'au jeudi 21 décembre 2023 à 12 h. Sur ce, chers téléspectateurs, voilà qui met fin à votre bulletin météo. Nous vous invitons à suivre l'information météorologique en provenance de la NACIM à travers les réseaux que voici et vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Et d'ici là, portez-vous bien. Proposée par la NACIM, nos partenaires qui nous envoient quotidiennement les prévisions météorologiques. Alors nous sommes en direct sur la Une, mais également sur nos différentes plateformes digitales. La page Facebook RTS, la page Facebook Quinquiliba. Je ne l'ai pas annoncé ce matin parce que je voulais vous faire la surprise. Il est revenu de congé, Alioune Badara Kane, pour la rubrique invité. Je vais l'inviter justement à me rejoindre en plateau. Viens, rejoins-moi Alioune Badara Kane, n'hésite pas. Alors comment s'est passé tes congés? Je sais que je t'ai manqué, c'est pas la peine de me le dire. Tu m'as appelé souvent durant justement tes congés. Alors comment se sont passés tes congés? Ils sont très bien passés. D'accord. Bon, sous le manguier de chez Alioune Badara à Tivaouane-Peulh, à la cité Keur Salam. Bon, entrecoupé de quelques voyages à l'intérieur du pays. Oui, t'es parti où? Bon, dans le Fouta, dans le Kadior naturellement. Voilà, quelques pèlerinages, voilà, à Touba,
à Noël. Très bien. Bon, disons grosso modo, vraiment, j'en ai bien profité pour me reconnecter avec voilà, beaucoup de membres de ma famille et puis également me Avec tes ressourcer. Avec mes plantes également, me reconnecter aussi avec mes amis, voilà, les plantes. Donc ça s'est très bien passé, même si bon, au niveau du portefeuille, peut-être que bon, c'était assez léger. Bon, sinon, parce que j'avais aussi envisagé de faire une petite escapade au niveau de la Polynésie française. Hein. Mais bon, vous savez, un journaliste sénégalais qui veut se payer des vacances en Polynésie. Hein. Pourquoi Après, pas? le retour sera compliqué. C'est pas possible. C'est un peu compliqué. Quoi. Sinon, dans l'ensemble, ça va. Même si, quand même, je dis que, voilà, on aurait pu peut-être prolonger de quelques semaines encore. Tu exagères. Hein? J'exagère, hein, tu vois. Je te laisse Après 2 ans sans congé. Pratiquement. Non, je ne dirais pas que tu exagères, mais bon, au moins tu es revenu en pleine forme et tu m'as l'air bien reposé. Mais vous m'avez manqué, vraiment. Nous aussi. Et les téléspectateurs, d'ailleurs, ont beaucoup demandé, après toi, justement, sur les plateformes digitales. Je te laisse lancer la météo. Ben écoutez, je pense que ça a été déjà lancé, non, la météo? Non, la gymnastique. Ah, la gymnastique avec le coach Tandakha, d'autant plus que voilà, le contexte s'y prête bien. On prépare la CAN, hein, on remet ça. Oui. Il y a de cela moins de 2 ans, ça a été le duo gagnant sur Kenkeliba, en l'absence de Sarah qui était du côté donc, du Cameroun. On a notre façon, donc, si trouver les mots, voilà, pour motiver, galvaniser les lions. Et là, on est à quoi? 2 semaines, 3 semaines? Effectivement. Voilà, donc de la prochaine CAN. Donc la reconquête, comme on dit. Alors, donc, on va se donner à fond pour que nos lions soient prêts et pour qu'ils refassent encore, pourquoi pas, le doubler et revenir avec le trophée continental ici au Sénégal. Et pour cela, il faut véritablement ce qu'on appelle une bonne mise en train. Et cela ne peut passer que par un exercice gymnastique. D'accord. Parfait. J'essaye, mais bon, je pense pas que je vais y arriver à ton rythme. On va tout de suite passer à la gymnastique avec notre coach Tandakha et le coach Bou. Tout de suite, la gym? Tout de suite. À tout de suite, c'est la gymnastique. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Le full body, vous connaissez, mais cette fois avec le Swiss Ball. Alors, c'est donc le duo d'hier, coach Bou et coach Mansour. Mesdames et messieurs, il faudra suivre attentivement puisqu'il y aura évidemment de multiples facettes, des enroulements avec ce Swiss Ball que vous aimez tant, certains d'entre vous, devrais-je dire. Mais en tout cas, eh bien, ça va vous peut-être beaucoup de choses, hein, puisque véritablement, mesdames et messieurs, eh bien, c'est aussi un excellent exercice de renforcement. Alors, vous allez voir, mesdames et messieurs, encore une fois, et je pense à nos amis de Saint-Louis, hein, encore une fois, les CDJ, évidemment, le maître des lieux là-bas avec le fitness. Alors, le coach Diagne et puis le coach Papis et Amat également. À vous tous, je pense à vous et je vous dis encore une fois, très bonne journée. Alors, tout de suite, on va donner la parole au coach Bou. Bonjour, mesdames et messieurs, nous sommes encore là. Deuxième jour de la semaine, deuxième capsule. Donc, on est là pour présenter, comme l'a si bien dit coach Tandakha, le renforcement en full body avec le Swiss Ball. Comme vous savez, si on dit full body, on fait allusion à faire renforcer tous les groupes musculaires. Parce que vous savez bien, c'est un circuit de groupes musculaires qu'on va faire tonifier en même temps. Donc, vous voyez, c'est une méthode qui va vous permettre de gagner en gain de temps. En un seul exercice, vous pouvez travailler plusieurs groupes musculaires. Donc, c'est une technique qui est importante et qui est efficace pour tonifier et équilibrer votre prise de masse musculaire. Et en même temps, ça va participer à ce qu'on appelle l'augmentation de votre métabolisme de base pour pouvoir perdre du mauvais gras. Vous qui faites, ou bien qui avez un programme de perte de poids, vous pouvez utiliser cette méthode qui est le full body, que vous pouvez adapter dans vos planning d'entraînement. Donc aujourd'hui, on va présenter l'exercice avec le Swiss Ball, avec juste des mouvements qui sont variés et qui sont assez importants aussi pour le travail de full body. On se donne rendez-vous tout de suite dans les démonstrations. Alors, assez particulier tout de même, mesdames et messieurs, avec cet exercice, le full body. Alors, en ce moment, évidemment, avec le grand Swiss Ball, c'est le grand ballon. Et donc là, regardez cette position, comme si on était dans la position semi-assise. Cela permet en tout cas, mesdames et messieurs, un bon redressement de la colonne vertébrale, des épaules vraiment assez plates, plus exactement.
Alors ici, regardez la position de ces petites haltères. Et donc, ça permet en tout cas de toucher un peu les deltoïdes, hein, avec le coach Bou et le coach Mansour. Alors, ça vient vers la droite, au milieu. Et donc, c'est une élongation et que l'exercice est terminé. Alors, coach Do, Vous avez bien suivi. C'était du full et du body. Donc, vous avez vu que tous les groupes musculaires ont été un tout petit peu touchés. Donc, vous pouvez faire en même temps avec des méthodes d'intensification. Nous, on va vous donner juste le rendez-vous à la prochaine dans nos prochaines capsules, Inch'Allah. Et merci à vous qui nous suivez. voilà, merci coach Bou, merci coach Mansour, mesdames et messieurs, certainement. Eh bien, ça vous a plu. En tout cas, c'est un excellent exercice, évidemment, de full body avec le Swiss Ball. Et vous avez certainement pu apprécier, encore une fois, à la juste valeur, eh bien, cet exercice que nous venons de terminer. Cela dit, mesdames et messieurs, rendez-vous demain, ici même. À demain, Inch'Allah, coach Tandaha et également au coach Bou. Ils m'ont rejoint en plateau, Hassan Sine, nos invités du jour, accompagnés du très cher Alioune Badara Kane. Alors Hassan, tu es content de retrouver ton binôme? Ah oui, très content. D'accord, toujours d'accord avec lui? Cela dit, avec Sarah, ça se passait très bien aussi. Très bien, c'est Elle vrai. a bien gardé la maison. Hein, C'est vrai, elle l'a bien Alioune gardé. Badara, c'est Alioune Badara. On va te tirer les oreilles. Hein. Alors, quel est le menu de ta chronique de ce matin? Alors aujourd'hui, je vais vous amener d'abord à Ziguinchor, D'accord. où l'espace Sénégal Service, qui a été saccagé en juin dernier, a été réhabilité et donc il a rouvert ses portes. À l'occasion, une journée portes ouvertes a été donc organisée. D'accord. Et nous allons revenir sur le contenu de cette activité qui a été très intense. Très bien. Et Il y a un deuxième sujet. dis-moi tout. Si tu veux, je te donne. Sinon, on peut Non, attendre. tu peux me le donner. Voilà. C'est la journée internationale des personnes en situation de handicap. C'est vrai. Comme vous le savez, hein, Sénégal numérique fait beaucoup pour l'inclusion. Et donc, nous avons organisé une journée au sein de Sénégal numérique dans ses locaux à Koloban, où on a des employés en situation de handicap. Et donc, c'était vraiment l'occasion d'adresser le sujet et donc de discuter avec les acteurs sur l'inclusion, surtout dans le domaine du numérique. Effectivement, et je pense qu'on avait reçu en plateau un membre justement de ces personnes porteurs de handicap, Abou Soumaré. Abou Soumaré, qui parlait un peu de, c'est-à-dire des déchets numériques et électroniques. Et il a un peu expliqué tout cela et je pense qu'on va y revenir dans ta chronique ce matin. Oui, Alioune Badara Kane, qui sont nos invités de ce matin? Ben, écoutez, avant de parler de nos invités, je m'en vais dévoiler ce prix, hein, ce prix bien mérité, reçu par la reine du plateau. Anta même, hein? Voilà. Hein, C'est gentil. voilà une distinction du collectif des cadres de la diaspora. Pour C'est vrai. Anta, il ne faut pas l'oublier. Félicitations. Elle était de la diaspora. Elle était de la gentil. diaspora. Donc, Vraiment, merci. ils ont salué son engagement, son patriotisme, parce qu'elle a choisi de revenir au pays, de s'y battre, de s'y frayer son chemin et d'être aujourd'hui présentatrice donc de l'une des plus grandes matinales du Sénégal, sinon même de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est une distinction qui nous va tout droit au cœur, C'est vrai. qui motive toute l'équipe de Kenkeliba. Et vraiment, tu la mérites. Hein? Et encore une fois, merci à nos amis donc, du collectif des cadres de la diaspora pour ce choix, un choix vraiment très pertinent, plein de sens, judicieux, n'est-ce pas? Tu as les larmes aux Et il n'y a yeux. pas le contraire. Notre ami Hassan, hein? C'est un joli Voilà. trophée. C'est ça. Pour une Bien personne emballé, qui le mérite vraiment. Ouais. Et donc, félicitations Anta, bonne continuation, parce que c'est très courageux, comme l'a dit Alioune Badara, Ouais. de rentrer au pays pour faire carrière. Et apparemment, ça se passe très bien. Plus qu'on ne le pense, même si on te regarde à la tête seulement. Ça veut dire qu'elle éprouve un certain bien-être en étant chez elle au pays. N'est-ce pas, Madame Diaye? Alioune Badara En tout cas, Kane, c'est merci mérité. beaucoup. Félicitations. Bravo Anta. Et je sais que le DG voilà, se fera un plaisir de vous recevoir. Voilà, pour tout que cas, vous ce puissiez serait, lui présenter ce cadeau-là. Voilà, Avec plaisir, cette parce que c'est distinction. vraiment grâce à la RTS, Voilà. hein, parce que c'est 10 années passées au sein de cette équipe de Kenkeliba Voilà, c'est ça. depuis 2013. Bon, je suis un peu émue, c'est normal, C'est mérité. parce que c'est le premier trophée après le 10 années passées avec vous, avec cette famille Kenkeliba. Et c'est grâce aux téléspectateurs, c'est grâce à la direction générale, la confiance qui a été justement donnée à la jeunesse, notamment à moi-même. C'est de l'abnégation, ça m'a beaucoup appris.
notamment dans la vie professionnelle comme personnelle. En tout cas, merci à la RTS. En tout cas, ce trophée, je le dédie vraiment à toute la RTS, à la direction générale, à mon ami, Alioune Badara Kane, Sarah Louia, toute l'équipe, Marfouz, Mor, qui m'ont beaucoup poussé, qui m'ont beaucoup accompagné durant toutes ces années. Merci encore une fois. Je ne sais pas quoi dire, mais en tout cas, j'étais contente de recevoir ce trophée. Je ne vous le cache pas. Ton travail dépasse les frontières du pays. Je pense que c'est une invitation pour aussi également certainement voilà, ceux-là de la diaspora ou bien celles-là de la diaspora qui nous suivraient actuellement à revenir au pays et, voilà, et à se battre pour trouver leur place ici. Parce que le Sénégal est un pays à construire et on a besoin donc brutalement du concours de tout le monde. J'ai l'impression que tu as les larmes aux yeux, tu es content? Oh, si, oui. Je te porte faut dans tenir, mon cœur. on a 70 minutes d'émission. Hein. Il faut tenir, il ne faut pas faire à la Tierno Dramé et Ibrahim Mboup, les larmes de Anna. Voilà. Non, on a hâte encore de revoir ces larmes-là d'ici quelques semaines. Et donc, je parlais de bien-être, comme quoi il faut se sentir bien également dans sa peau et tout, donc être équilibré pour voilà, tenter cette aventure-là, ce que vous avez su réussir merveilleusement. Allez, pour en parler, donc, nous avons le plaisir de recevoir Madame Karina Ndiaye, Madame Karina Ndiaye, qui est la directrice des partenariats de Tostana, cette grande organisation non gouvernementale qu'on n'a plus à présenter, dont le siège, je crois, se trouve à Thiès. Donc, c'est un grand honneur pour moi, alors, de vous recevoir sur ce plateau pour revenir sur, disons, ce colloque inédit sur le bien-être qui a été tenu au Sénégal, plus précisément à Thiès. Pourquoi Tostan a décidé de s'engager pleinement donc, dans disons, voilà, la tenue de ce colloque-là sur le bien-être. Quelle est l'importance du bien-être ici au Sénégal? On va dire, on va ratisser en Afrique. Est-ce qu'on accorde l'importance au bien-être? Quels ont été les thèmes, disons, abordés? Voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec Mme Ndiaye, qui nous fera donc le bilan de ce colloque international inédit qui s'est tenu à Thiès sur le bien-être, donc pour voilà, tout le continent africain. Et à sa suite, un honneur également de revoir sur ce plateau le docteur Mamadou Bodjan, qui va revenir avec nous sur le centenaire du professeur Cheikh Anta Diop. Vraiment, c'est un grand moment pour nous quand on connaît l'importance, en tout cas, de cette grande figure de l'histoire africaine, le professeur Cheikh Anta Diop, ce qu'il a su déclencher en termes de prise de conscience sur le continent, même au-delà, pour toute la race noire. Et donc, vous avez décidé de l'honorer à travers son centenaire, le centenaire de sa naissance. Tout à fait. Donc, on va parler bien sûr de ça, de la portée internationale de cet événement qui a été porté bien sûr par l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Revenir également sur le legs du professeur Cheikh Anta Diop voilà, est-ce qu'il est bien préservé? Alors, je rappelle que notre invité, le docteur Bodjan, est membre du comité d'organisation de ce centenaire. Il est également donc chercheur au niveau de l'IFAN. L'IFAN qu'on ne peut pas dissocier de cette figure qu'est donc le professeur Cheikh Anta Diop. Voilà donc les questions qui seront au menu des échanges, ma très chère Anta, avec nos deux invités du jour. Très bien, merci beaucoup Aline Badara Kane, Karina Ndiaye, comment allez-vous? Est-ce que généralement on prend conscience ici au Sénégal qu'on a droit au bien-être? Merci beaucoup, je vous remercie pour cette audience avec vos téléspectateurs et avec votre plateau. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Karina Ndiaye et je suis la directrice des partenariats à Tostan. Donc, un des mandats que nous avons dans le département, c'est de cultiver et de renforcer les valeurs africaines et l'écosystème du développement durable qui est construit autour du développement communautaire. Donc, au Sénégal, nous avons eu le premier forum régional sur le bien-être en Afrique, qui découle d'un mouvement global sur le bien-être pour les acteurs du changement social. Donc, après la Covid, nous nous sommes rendus compte que ceux qui étaient en première ligne, pas seulement à l'étranger, mais dans tout le monde, étaient atteints par certaines des réalités auxquelles ils ont fait face, mais surtout par la durabilité des défis. Et donc, le bien-être commence par soi, mais s'étend non seulement à l'organisation où on travaille ou à la communauté où on vit, mais elle touche tous les membres de la communauté. Donc pourquoi au Sénégal? C'est parce qu'on s'est rendu compte que la résilience à ces défis, elle est contextuelle. Donc dans nos cultures, dans nos valeurs, dans nos pratiques spirituelles et religieuses, il y a des éléments clés du bien-être. D'accord. Et donc c'est comme ça que nous avons commencé. Très bien. Et on y reviendra dans la deuxième partie ou la première, Aline? Deuxième?
Ça dépendra. Vous savez, souvent, nous sommes très, On va un peu très au gentlemen hein, ici sur Kinkeliba et on laisse toujours l'honneur aux dames. Mais ça dépendra, bon, bien sûr, du docteur Ndiaye, parce que docteur Bodian, parce que bon, Cheikh Anta Diop, quand même, hein, quand on parle de lui, forcément, sur tout plateau, il est prioritaire. Mais connaissant également que, sachant que c'est un bon Sénégalais, donc gentleman, voilà, peut-être que. On va donner la première partie à Mme Ndiaye. Ladies first. Ladies first. Voilà, c'est ça. Donc c'est acté. Oui. Docteur Mamadou Bodian, comment allez-vous? Centenaire de Cheikh Anta Diop, les centenaires de sa naissance. De sa naissance. Qui sera célébré. Tout à fait. Donc Cheikh Anta aurait 100 ans s'il était encore vivant, s'il était parmi nous. Et nous avons pensé que c'était un moment important pour le célébrer en tant que grand contributeur au patrimoine du savoir sur l'Afrique, mais aussi sur l'humanité, puisque ces thèses sont aujourd'hui devenues très prégnantes dans la réflexion sur l'Afrique, sur la contribution de l'Afrique au patrimoine de l'universel et de l'humanité. Et nous avons pensé aussi qu'il faut aller au-delà de son œuvre et aller résolument vers un défrissage justement des sillons qu'il avait déjà tracés et voir comment ces thèses, ces réflexions, ces pensées peuvent aider à éclairer notre voyage vers une Afrique qui s'impose comme un leader à l'échelle mondiale, mais une Afrique qui reprend en main son destin, une Afrique qui valorise son potentiel et se positionne comme le fut d'ailleurs l'Égypte, qui, dans les têtes de Cheikh Anta, était une des plus grandes civilisations qui a développé énormément de choses qui inspirent aujourd'hui le monde. Et nous pensons que cette Afrique-là doit regagner sa grandeur. Et nous avons pensé que cette célébration-là est une opportunité pour amener les penseurs, mais aussi tous ceux qui ont travaillé autour de Cheikh Anta, qui ont préservé son legs, mais aussi renouer avec la chaîne de transmission du savoir, puisqu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, notamment une frange importante de la jeunesse, qui ne connaît pas Cheikh Anta. C'est vrai. Mais comment reconnecter Cheikh Anta, le réconcilier avec la jeunesse et nous aider dans ce travail de réarmement moral et intellectuel de cette jeunesse-là, les exposer à Cheikh Anta, à ses pensées, pour leur permettre, bien évidemment, de participer à ce débat sur l'Afrique, sur notre humanité. Très bien. Ce sera intéressant ce matin, Aline Badara. Très intéressant, bien sûr. Très bon choix. Hein. Alors, avant de passer à ta chronique à Sansine, permettez-moi de parler un peu de sport, notamment avec le tirage des 8e de finale de la Ligue des Champions. J'ai pensé à toi, Aline Badara Khan, le PSG qui fera face au Real Sociedad. L'affiche est connue désormais. J'ai pensé à toi parce que je sais que tu es un fervent supporter de l'OM. Ah, ok, heureusement, cela me rassure. Hein. J'ai eu peur, hein, parce que bon, moi, j'ai pas compris quoi. Hein, que les Pourquoi je pensais à toi? J'ai pensé à toi. Bon, moi, je regarde même pas le tirage du Qatar Saint-Germain. Hein, c'est pas le PSG, parce que depuis 10 ans, ce n'est plus le PSG, c'est le Qatar Saint-Germain. Donc, un club financé par un État et qui se contente juste de petits trophées en France. Bon, je ne dirais pas un très grand championnat, mais un championnat moyen en Europe, et qui à chaque fois s'arrête donc au mois de février, donc sur son parcours européen. Et ça va être le cas encore pour cette année-ci. Hein. Je pense qu'au mois de février, le Qatar Saint-Germain dira bye-bye à la Ligue des Champions. Parce qu'ils n'ont pas ce mental-là, ils n'ont pas ce mental de guerrier, ils n'ont pas cette histoire. Vous pouvez avoir une révélation cette année, attention. Parce que quand même, l'histoire, ça ne se crée pas à coup de milliards. Je parle sous le contrôle de l'éminent chercheur qui est là, le docteur Bodian. Donc, s'il s'agissait donc de la lourdeur du portefeuille pour se faire une histoire, donc il y aurait tellement de grands clubs un peu partout. Et c'est ça le drame du Qatar Saint-Germain. Ce qui fait que c'est un club où voilà, les joueurs sont beaucoup plus importants que l'institution. Ça ne serait possible. Donc à l'Olympique de Marseille, donc la seule grande institution sportive en France. Donc moi je m'attends encore une fois à une élimination précoce du Qatar Saint-Germain. C'est un fervent défenseur. Et je suis très objectif. Je ne pense pas. Non, mais pour une fois qu'ils ont un tirage quand même assez clément, parce que d'habitude ils héritent de gros clubs. Hein, voilà. Là, c'était le meilleur tirage possible pour le Qatar Saint-Germain. Donc peut-être que pour une fois, il y aura une surprise et qu'ils atteindront les quarts de finale. Autre affiche également, hein, Manchester City qui affrontera Copenhague, ou encore Bayern qui jouera avec la Lazio. Tu as suivi un peu? Ou le Real qui va jouer contre Leipzig.
C'est ça qui m'intéresse le plus, parce que oui. je suis un peu madrilène. Avec Aline Badara, on est en accord total sur le PSG et Marseille. Je sais qu'il est Barcelone. Barça et Real. C'est autre chose. On est comme ça. Je vous ai vu sourire quand il parlait du PSG. Vous êtes foot ou pas trop? Non, je suis bien-être. Donc la compétition, je pense que c'est ça. Mais c'est beau de voir quelqu'un qui est aussi engagé, qu'il prédit à l'avance une répétition de l'histoire d'après lui. Donc c'est ce qui me faisait sourire. Ça fait partie du bien-être, d'avoir une activité qui procure autant de plaisir et de conviction. Alors, docteur Badian, vous suivez un peu la Champions League? Oui, et je partage l'avis de Aline Badara. Paris est mal barré ici. Bon, en fait, peut-être que mon fils dira que il va interjeter appel puisque lui, il est PSG. Mais je pense qu'en fait, votre analyse est très pertinente. Si, évidemment, merci. Disons que la fortune faisait la fortune aussi en termes de victoire. Je pense que PSG serait aujourd'hui un des plus grands clubs, puisque en termes de financement qu'il reçoit du Qatar, c'est énorme. Comparé aux autres clubs, bien évidemment. Bien sûr. Mais je pense qu'au-delà du financement et de tout le flux financier, justement, que l'on mobilise dans le football, mais c'est surtout un peu la passion que le foot suscite au-delà des frontières. Et je peux voir un peu cette tension à la maison, surtout avec les enfants, qui tout de suite essaient de créer leur petite chapelle. PSG, Real, etc. Et je pense que c'est important de vivre cette effervescence-là, mais tout en gardant bien évidemment des proportions, puisque évidemment on voit énormément de choses qui s'incrustent dans cette passion-là envers le foot. Très bien. En tout cas, je sais que les affiches sont désormais connues. Très équilibré. Très équilibré, tu trouves? Même si je trouve que les grands clubs ont été épargnés par le tirage. Ils ont eu vraiment un tirage assez clément quand même. Parce qu'ils ont tenu leur rôle aussi. Voilà, excepté arrivé premier. Excepté le grand Barça qui va hériter de Naples. Là, ça va pas être. C'est un match facile ou pas? Ça va pas être simple. D'accord. C'est pas une foudre de guerre non plus. Naples est le champion sortant du dernier exercice en Italie, et qui revient en forme avec Osimhen. On a vu le but qu'il a marqué l'autre jour. Quand un joueur a un tel capital confiance, il est très difficile souvent de le marquer, surtout pour les matchs couperés. Il a envie de franchir un palier, un cap dans sa carrière et de pouvoir, pourquoi pas, intégrer une grosse écurie européenne. Et c'est clair que donc, cette affiche-là sera une grande vitrine pour lui. C'est pourquoi j'ai un peu peur quand même pour le Barça. Mais sinon, pour les autres grands clubs, je pense qu'ils passeront tous en quart de finale. Le Barça. Ça faisait longtemps. Déjà, c'est bien. En tout cas, on est en reconstruction. Matchs à suivre avec beaucoup d'attention. Bon, je pense que peut-être, pourquoi pas le PSG. Je suis pour le PSG pour cette Champions League. Je ne sais pas pourquoi, je sens éventuellement qu'ils pourront gagner. Vous pouvez voir à l'écran les différents matchs, l'affiche des 8e de finale. Je ne vois pas trop bien de loin. Mais bon, il y a quoi? Il y a Naples... Mais il n'y a pas de Sénégalais, je pense. Il y a FC Porto, FC Arsenal, Napoli, FC Barcelone, PSG, Real Sociedad et également Inter Milan qui affrontera le Club Atlético de Madrid. Borussia Dortmund, Lazio, Bayern de Munich, Copenhague, Manchester, Leipzig, Real Madrid. Très bien. Très bien. Pour les fans de foot, les affiches sont désormais connues. Autre actualité également en Guinée, l'explosion du dépôt d'hydrocarbures à l'Invadarakan. Une nouvelle assez difficile, dramatique, qu'on a tous accueillie hier avec beaucoup de stupéfaction. En Guinée, j'espère que quand même ça n'a pas atteint des proportions aussi importantes, parce que je pense que avant 20 heures, ils en étaient à 8 décès. 13 décès entre-temps. Croisons les doigts pour que cela ne puisse pas dépasser quand même ce nombre de décès-là. Et peut-être cela remet sur la table la question un peu de la sécurisation
des hydrocarbures en Afrique. Hein. Donc ça, certes, ça se passe en Guinée-Conakry, mais ça aurait pu se passer dans n'importe quel autre pays africain. Quand vous voyez la légèreté avec laquelle on prend soin un peu donc de nos dépôts d'hydrocarbures. On l'a vu avec des reportages même qui ont été faits par la RTS, par exemple ici, sur le tracé de ce grand tuyau de la Sarre, hein, sur lequel se trouvent des habitations. Hein. Ouais. C'est ici, dans la grande banlieue dakaroise, malgré toutes les injonctions, malgré toutes les descentes effectuées sur le terrain, on trouve toujours, encore une fois, des habitations sur ce tracé-là. Imaginons, il suffit d'une petite étincelle pour qu'il y ait une catastrophe majeure dans notre pays. Donc personne n'est à l'abri en Afrique, parce que ça demande beaucoup d'engagement, ça demande aussi également du courage et de la volonté politique pour sécuriser ces tracés-là, sécuriser ces zones-là où tout est extrêmement sensible, d'autant plus que ça se passe à Kaloum. Imaginons un dépôt d'hydrocarbures à Kaloum. Kaloum, c'est vraiment le cœur de la capitale guinéenne. Hein. C'est presque c'est une île. Donc c'est comme si cela se passait à Dakar Plateau. Hein. Déjà, je pense que la localisation même de ce dépôt-là pose problème. Oui. On ne peut pas mettre quand même un tel dépôt au cœur de la capitale. Et donc la question véritablement de la sécurité publique, pas de la sécurité publique, de la sécurisation des hydrocarbures, pose problème en Afrique. Et puis également, il y a le déficit de moyens pour la prise en charge, en tout cas, de ces problématiques-là. En cas d'urgence, est-ce que nos services sont bien outillés? Est-ce que les sapeurs-pompiers guinéens l'ont été? J'ai entendu dire que le Sénégal va dépêcher ou bien a dépêché une équipe de secouristes. C'est bien de voir les Africains être au chevet des pays du continent touchés par un tel drame. Parce que jadis, on attendait souvent que l'aide nous vienne d'Occident. Je pense que c'est bien de voir le Sénégal, voisin de la Guinée, être l'un des premiers à être sur place pour réconforter, témoigner son réconfort, son soutien donc à ce pays frère, et que chacun puisse en tirer une leçon, parce que c'est encore une problématique qui est d'actualité pour tous les pays africains pratiquement. Effectivement, et ça s'est passé hier avant minuit à Kaloum, dans le quartier justement de Kaloum, 13 morts, bilan, et également 178 blessés selon le gouvernement. Alors on va avancer sur le conducteur avec la rubrique e-administration, c'est celle de Hassan Sine, juste après le jingle. Okay. Conducteur. Alors, aujourd'hui, ce matin, la chronique e-administration nous amène d'abord à Ziguinchor, à l'espace Sénégal numérique, Sénégal Service, autant pour moi, qui a ouvert ses portes. Réouvert, je dis, parce que ça a été saccagé, je pense, il y a... En juin. En juin, il y a 6 mois. Oui, des manifestations politiques. Très bien. Oui, ça a été complètement saccagé, et donc il a fallu quelques temps pour réhabiliter les lieux. Et donc, c'est effectif maintenant, c'est ouvert. Et à cette occasion, donc, il fallait avoir quand même un mot avec les populations et essayer de leur expliquer, de les sensibiliser un peu sur le rôle de ces espaces Sénégal Service. Et ils ont répondu, les populations ont répondu présent. Et donc, c'était un forum, une journée portes ouvertes qui a permis en tout cas d'aborder beaucoup de sujets avec les représentants des délégués de quartier, des Badjanougor, des associations de jeunes. Et donc, naturellement aussi les autorités administratives du département de Ziguinchor. Donc, pour revenir un peu sur cet événement, je vous propose de suivre les explications du directeur général de Sénégal Numérique SA, Cheikh Bakhoum, à l'issue donc de cette journée d'activité à Ziguinchor. Cet espace Sénégal Service a été fermé pendant plusieurs mois pour des travaux. Donc, suite vraiment aux événements de juin 2023, donc ce lieu a été saccagé, incendié, et donc est devenu indisponible pendant plusieurs mois. C'était l'occasion pour nous, après donc, ces mois de travaux, donc de réhabilitation, de revenir ici au niveau de Ziguinchor, échanger avec les populations de Ziguinchor, que ce soit les autorités administratives, les autorités coutumières et religieuses, mais également donc les jeunes et les femmes du département de Ziguinchor. C'était l'occasion pour nous de renforcer vraiment la communication entre l'espace Sénégal Service et les populations. Nous savons que aujourd'hui
c'est un espace qui doit être préservé par les populations elles-mêmes parce que cet espace-là est là pour vraiment accompagner les populations. Nous savons toutes les difficultés auxquelles sont confrontées ces populations à chaque fois qu'elles ont besoin d'un document administratif. Aujourd'hui, l'espace qui est connecté à l'ensemble des autres espaces au niveau du Sénégal a aujourd'hui vraiment la capacité d'aider ces populations dans leur démarche quotidienne. Donc c'est ça que nous avons voulu avoir aujourd'hui. Donc échanger avec ces populations, faire cette journée porte ouverte, leur expliquer davantage l'objectif de l'État qui veut aujourd'hui faciliter cette coopération entre les populations et l'État au niveau central. Donc l'ensemble des parties prenantes de cet espace sont bien présentes. Nous avons aujourd'hui le pôle emploi qui est là. Nous avons également d'autres structures comme l'AME, comme le BAOS, mais également la fonction publique qui sont représentées dans cet espace Sénégal Service. Donc tout ça pour vraiment faciliter les choses aux populations. Donc c'est un outil qui doit être préservé. Et donc nous remercions encore une fois la mairie de Ziguinchor. Nous remercions vraiment les Badianougor, les délégués de quartier qui ont bien voulu faire le déplacement pour renforcer ce plaidoyer, surtout vis-à-vis de la jeunesse de Ziguinchor, pour qu'ils sachent que ce lieu est un lieu vraiment qu'ils doivent préserver. Alors justement, c'était justement le directeur général de Sen-Num. Alors peut-être vous faire intervenir, docteur. Les espaces Sénégal numériques sont forcément bénéfiques dans les différentes régions du Sénégal. Au-delà justement de l'aspect administratif, ça permet de faciliter certains échanges, notamment entre la jeunesse et justement l'État et également Sénégal numérique. Oui, en fait, je pense que c'est bien de réhabiliter cette infrastructure-là. Et je suis d'autant plus touché que je suis du Sud. Je suis de Ziguinchor, j'ai fait mon enfance à Ziguinchor. Donc j'ai quitté Ziguinchor quand j'ai eu le bac en 2000. Donc tout ce qui touche cette région-là m'affecte naturellement. Mais au-delà, je pense qu'il faudrait aller dans le sens justement d'une plus grande responsabilisation de la jeunesse. De préserver ce que nous avons en commun et de surtout ne pas confondre les registres. Et je pense que ces espaces-là sont très importants, surtout aujourd'hui à l'ère du numérique, où l'information doit circuler en temps réel, où nous avons besoin de cadres pour échanger, mais aussi accéder à l'information pour envisager notre avenir, mais envisager aussi nos projets de manière sereine. Et partout dans le monde, on parle de la révolution digitale. Nous parlons aussi de l'intelligence artificielle, qui est devenue aujourd'hui un élément important dans le débat et même dans la construction de nos différents espaces. Et je pense qu'il faudrait renforcer le potentiel de ces espaces-là et en faire vraiment des cadres d'échange, de partage, mais aussi qui peuvent attirer les jeunes. J'étais au Rwanda dans le cadre d'une grande conférence sur l'intelligence artificielle, où de plus en plus, l'idée de préparer cette jeunesse-là à cette transition, qui est déjà une jeunesse à l'ère du numérique, totalement différent un peu de l'ancienne génération, qui est une génération de transition. Nous autres, nous avons connu l'ancienne époque et la nouvelle époque du digital, mais eux, la chance qu'ils ont, c'est qu'ils sont déjà là-dedans. Mais comment aujourd'hui renforcer ce potentiel-là, leur permettre d'être des jeunes de leur génération, des e-generation, comme on le dit, mais cela passe aussi par un investissement accru de la part des autorités étatiques dans la création de ce type d'espace, mais aussi d'aller résolument vers une dématérialisation de l'information, c'est-à-dire que ce ne soit pas une façon, disons, comme la vieille époque où on allait chercher un peu un papier à gauche, à droite, mais aussi des cadres de socialisation au digital. Et je pense que c'est important, ces journées portes ouvertes-là, qui permettent aux autorités de communiquer avec les populations en leur faisant comprendre que ça ne nous appartient pas. On est là pour administrer, mais les principaux bénéficiaires, c'est vous. Et ce travail de communication en permanence doit se faire, pas seulement
sur la préservation de ces espaces, mais pour la préservation de tous les biens, le bien public qui nous appartient à nous tous. Très bien, et d'ailleurs, ils ont impliqué Sénégal Numérique plusieurs acteurs, notamment les chefs de quartier ou encore les Badianougars. C'est très important, notamment pour sensibiliser autant pour moi cette jeunesse. Donc je pense que quand on parlait justement de jeunesse, on parle d'une redevabilité qui va dans les deux sens. Nous sommes, nous les aînés, on va dire, les Tao ou les Mag, nous sommes redevables pour le dialogue intergénérationnel qui amènerait vers un progrès qui serait inclusif. Donc on parle des personnes avec des handicaps ou des personnes qui vivent dans des quartiers où ils ne sont pas aussi sécurisés. Mais il y a aussi une redevabilité de la jeunesse, de partage et de co-création pour qu'ensemble, nous puissions aller vers l'avant. Très bien. Hassan Sim, tu nous proposes une surprise? Avant la surprise, je reviens d'abord sur la journée internationale des personnes en situation de handicap. Cette journée a été célébrée. Normalement, c'est célébré tous les 3 décembre. Hein, mais ce 3 décembre 2023 est tombé un dimanche. Donc, Sénégal Numérique l'a célébré le 14 septembre. On a pris le 14 décembre. On a pris notre temps. Et donc, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, vous avez reçu ici Abou Soumaré qui revenait un peu sur l'importance de cette journée pour Sénégal Numérique SA, mais aussi sur la manière dont les personnes en situation de handicap sont insérées au niveau de Sénégal Numérique dans les métiers du numérique et tout ce qui tourne autour. Par exemple, le volet e-déchets, c'est pratiquement eux les acteurs principaux au niveau de Sénégal Numérique SA. Et donc, c'était l'occasion de revenir sur l'importance de l'inclusion dans les sociétés nationales. Et dans ce cadre, le directeur général de Sénégal Numérique a été représenté dans cette activité par le coordonnateur technique de Sénégal Numérique SA, M. Wak Ndiaye, que je vous propose d'écouter. Je suis très heureux, effectivement, de représenter M. le directeur général Cheikh Bakhoum, empêché, à cette journée internationale des personnes handicapées. Donc, il y a un peu un caractère spécial aujourd'hui parce que l'année dernière, nous avons perdu notre sœur, Madame Tal, qui était parmi nous, une femme très dynamique. Donc, on a eu à inaugurer aujourd'hui la salle de formation dédiée à son nom. Et c'est une journée qui s'est vraiment très très bien passée. Et on a eu à revenir aujourd'hui sur l'utilité des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour pouvoir booster l'inclusion sociale pour les handicapés. Et il y a de belles initiatives qui sont sorties aussi pour permettre à ces handicapés-là de vraiment s'insérer dans le monde du travail, à l'image de ce qu'on a eu à mettre en place au Sénégal numérique. Au départ, c'était des personnes qui travaillaient exclusivement au niveau de la direction des 3E. Et maintenant, en tout cas, ces handicapés-là sont dans toutes les directions de cette. Alors, merci pour cet élément. Je sais qu'on en a parlé la semaine passée en plateau. L'implication justement de ces personnes porteurs de handicap, c'est excellent, notamment avec Sennum, surtout la formation qu'il y a derrière pour pouvoir les insérer dans le domaine du tri des déchets, c'est ça? Oui. Et justement, là-bas, c'est eux qui forment plutôt. Hein, effectivement. Parce qu'ils ont acquis beaucoup d'expérience, parce que le Centre des handicapés au travail, le CHAT, ça existe depuis plus de 10 ans. Et ils sont dans ce secteur de recyclage des déchets, des équipements électroniques et électriques, du reconditionnement, mais aussi il y a un volet responsabilité sociétale d'entreprise parce que les machines qu'ils reconditionnent, après ils les installent au niveau des établissements scolaires, lycées, collèges, primaires, et même au niveau des centres spécialisés, comme les centres des handicapés, comme Talibou Dabo et tout. Donc ça aussi, c'est une façon de prendre en considération cet aspect RSE dans leur travail. Mais ils sont aussi techniques, hein, parce qu'il y en a certains d'entre eux qui sont actuellement au niveau du réseau, qui s'occupent de tout ce qui est télécommunication,
de supervision, voilà, et de sécurisation, en tout cas, des systèmes d'information. Donc, c'est vraiment une opportunité qui est offerte à ces personnes en situation de handicap et qui sont des agents de Sénégal Numérique SA. Très bien, et d'ailleurs, ils ont un peu fait le plaidoyer par rapport à ces déchets de ces appareils électroniques, pouvoir les amener vers eux et qu'ils puissent donner une seconde vie à ces déchets-là. Alors, on finit avec cette surprise que tu nous réserves ce matin. Oui, la surprise. J'espère qu'elle est belle. Hein. Oui, une surprise, c'est toujours très belle, sinon ça ne devient pas une surprise. On t'écoute. Voilà, c'est juste donc revenir. Bon, est-ce que je vais pas vous proposer d'abord l'élément? D'accord, on suit l'élément et on revient juste après. Ou tu commandes sur l'élément? Ah, l'anniversaire de Sen Num. Alors, ça fait 2 ans. Voilà, donc c'est Sénégal Numérique qui fête ses 2 ans. Ça passe très très vite, comme le dit Alioune Badara, hein, parce que c'est le 13 décembre 2021 que la loi qui a créé Sénégal Numérique SA et qui a dissous donc l'ex-agence de l'informatique de l'État a été votée à l'Assemblée nationale. Très bien. Et donc Sénégal Numérique est aujourd'hui donc à ses 2 ans. Et à cette occasion, il y a une promo qui est faite aux populations, en tout cas aux startups qui ont besoin donc d'hébergement de notre domaine de création de sites web et tout ça. Donc un package qui est vraiment alléchant et donc qui est offert au public et qui peuvent en bénéficier jusqu'à la fin de l'année, parce que c'est une promo fin d'année. Jusqu'à la fin de l'année, il reste quoi? 1 semaine et demie, même pas hein. 10 jours, on va dire. 10 jours, très bien. Notre part de gâteau? Ça va venir. D'accord. Ça va venir. Il y a un gâteau spécial pour Kenkeliba, parce que Kenkeliba a beaucoup fait pour Sénégal Numérique. Et ce sera un gâteau électronique. Au moins, tu le reconnais. Quand on parle de Sénégal Numérique, donc ça va être un gâteau électronique. Air gâteau. Air gâteau. Merci beaucoup pour la chronique de ce matin, Hassan Sine. On va passer à la rubrique invité juste après le jingle. Et ce matin, nous recevons en plateau Karina ou Karine? Karina Ndiaye, directrice des partenariats de Tostan et experte en développement organisationnel et en gestion de projets. Ça se prononce Tostan? Tostan. D'accord. Tostan. Je pense Tostan, c'est un Wolof, hein? Oui, et en fait, ça vient du docteur Cheikh Anta Diop. Donc là, je me sens en famille. À notre création, ou même avant, quand notre fondatrice a fait ses études, elle était sous le mentorat du docteur Cheikh Anta Diop, qui lui a parlé d'une éclosion et du système de prise en compte de son savoir, mais aussi de la mise en valeur de l'échange entre l'être humain et son contexte. Et ça veut dire quoi, Tostan? Éclosion. Éclosion. Donc, voilà. C'est vrai. Nous... a fini de couver et que les poussins commencent à sortir. C'est l'éclosion des poussins, quoi. C'est Tostan. Tostan, c'est vrai. Ça, c'est du Wolof profond, hein? Oui. C'est du Wolof, hein? C'est du Wolof banal. Ah bon? Non, profond. Pour une jeune Dakaroise, hein? Pour une jeune Dakaroise, surtout du point E, là. C'est comme si vous leur demandiez le sens de Wanak, hein? Voilà. Ah, ils vont te... C'est assez ordinaire. C'est assez ordinaire pour vous. Or, le sens premier, c'est pas ça. Ouais. Ah, c'est un endroit même qui est vraiment salubre, hein? Voilà, où les anciens, les tiers-d'eau, voilà, faisaient leur libation, voilà, prenaient leur bain mystique et tout cela, quoi, avant d'aller au combat. Urmbel. Voilà. C'est encore plus recherché. Arrêtez. Bon, c'est la rubrique invitée. Ali Badarakan, c'est un plaisir. Merci d'être sur ce plateau, Madame Ndiaye. Je rappelle qu'elle a quitté la petite côte hein, pour être sur ce plateau. Hein. Donc, Ngaparou, si je ne me trompe pas, pour montrer vraiment son attachement pour cette émission et son sens voilà, du professionnalisme, hein, parce que quand même, elle a tenu à respecter l'horaire qui lui a été fixé hein, pour nous parler un peu de ce
de ce colloque donc, sur le bien-être. Hein. Ouais. Et elle représente donc Tostan, qui est l'une des plus grandes organisations non gouvernementales dont le siège se trouve non pas à Dakar, mais à l'intérieur, plus précisément à Thiès. Thiès, l'incontournable, hein, comme toujours. Et donc, on reviendra avec elle sur un peu voilà, les grands enseignements, les grandes recommandations de ce colloque sur le bien-être. Mais d'abord, ce serait bien de s'arrêter sur la définition que l'on pourrait donner au bien-être. Parce qu'on a tendance un peu à réduire le bien-être, en tout cas, au confort matériel. Je pense que ce n'est pas seulement cela. Le bien-être va bien au-delà du confort matériel. Finalement, quelle serait la bonne définition du bien-être selon vous, Madame Ndiaye? Pour moi, la définition idéale, elle est individuelle. Mais à la base du bien-être, il y a un esprit de résilience. Donc, ce n'est pas de ne pas voir ce qui existe, de ne pas être réaliste, mais d'avoir un certain optimisme qui vient de racines spirituelles, physiques, de vocation dans sa vie qui permettent aux gens de faire face, comme je disais tout à l'heure, aux défis et aux opportunités auxquels nous faisons face tous les jours. Donc, si je devais donner une image, vous regardez le baobab, c'est un bel arbre qui a un gros tronc et des racines très, très, très profondes avec beaucoup de branches. Donc, que ça soit la communauté, parce qu'un bien-être, en tout cas en Afrique, le bien-être n'est pas individuel. Il commence par soi, mais il est étendu. On appartient à des communautés. Moi-même, je viens de Carabane, mais ma mère est libérienne. Ah, oui. Et mon père est ivoirien aussi. Quel métissage. Ah, vous êtes chanceuse, hein? Vous êtes vraiment chanceuse. Oui, je sais, je viens de la Casamance. Oui, trois cultures. Hein. Donc là, je me sens encore plus en famille. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous, à la base, on fait partie d'un groupe. Donc il y a un dicton en anglais qui dit « I am because you are ». Donc que ce soit nos politiques, nos élus locaux, nos Badjen Gor, nos leaders religieux, ils existent en tant que tels parce qu'il y a d'autres personnes autour d'eux qui renforcent l'écosystème de la société et des valeurs. Donc le bien-être commence par soi et s'étend à sa communauté. Mais il est ancré dans cet esprit de résilience pour pouvoir répondre présent à ce que la vie présente. Donc pour nous, il y a un aspect spirituel en Afrique. Donc ce sommet était, ou ce forum était régional. Donc de notre côté, on a parlé de la spiritualité, mais on a aussi parlé de la santé mentale. On a parlé du panafricanisme et on a aussi parlé des économies durables pour les communautés que nous servons. Parce que nous sommes vraiment dans les zones éloignées, comme Médina Yoro Fula et tout ça. Donc la communauté que nous servons ou les communautés que nous servons ont une définition du bien-être qui est différente de la petite Dakaroise. Mais à la base, on a envie d'être aimé, on a envie d'être reconnu, on a envie que ceux qu'on aime soient bien et on a envie de respirer un air frais, d'avoir accès à l'eau. Ouais. Donc voilà, pour moi... D'avoir son petit manguier. Voilà, d'avoir son manguier, son baobab. Voilà, de pouvoir danser, chanter, tisser. Donc le bien-être est individuel, mais à la base, je pense qu'il y a une certaine dignité qu'on aimerait avoir dans notre contexte, qui établit après les ramifications individuelles ou communautaires du bien-être. Aujourd'hui, quand vous regardez un peu la situation socio-économique de nos pays, est-ce que l'Africain est vraiment dans un certain bien-être? Est-ce qu'il ressent cela aujourd'hui? Qu'est-ce qui lui manquerait? Est-ce que nous sommes dans un certain bien-être? Je pense que nous sommes à la recherche du bien-être. Parce qu'aujourd'hui, le manque d'équilibre, on va dire, entre ce que nous pouvons faire et ce que nous sommes en train de faire à cause des carences économiques ou éducatives ou à cause du manque de sécurité dans certains de nos contextes, font que nous sommes perpétuellement à la recherche du bien-être. La plupart des gens travaillent, que ce soit dans la rue ou dans un bureau, pour pouvoir nourrir leur famille ou pour pouvoir se nourrir. Tout à l'heure, on parlait de la gym, on parlait du Kenkeliba. Ce sont des éléments clés pour nous, Sénégalais, du bien-être, de bouger. On a vu à la Corniche combien de gens font du sport. Il n'y a pas de couche sociale, il n'y a pas de genre à ce niveau-là. Donc je pense que nous sommes à la recherche du bien-être. Et vu que les défis évoluent, cette recherche aussi va évoluer. Je ne pense pas qu'il y ait un point final. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'optimiste. On voit les jeunes, surtout aujourd'hui, demander qu'on les accompagne dans leur quête du bien-être. Et c'est de là dont je parlais, cette redevabilité que nous avons pour les jeunes et avec les jeunes, de construire un environnement qui est propice au développement contextuel. Ce n'est pas toujours regarder à l'extérieur qu'est-ce qui est beau à l'extérieur, mais chez nous, qu'est-ce qui fait et constitue le bien-être des personnes avec des handicaps, des personnes âgées,
de nous, en tant que professionnels, et de nos enfants. Ça veut dire que le bien-être n'est pas forcément personnel, ça ne peut pas venir de nous-mêmes? Pour moi, il y a une dichotomie du bien-être. Elle commence ici, mais elle s'étend. Parce que moi, toute seule, sur mon île, je ne serais pas heureuse. Mais accompagner des gens avec qui j'ai envie de passer du temps, sur un bel arbre, un beau manguier, avec un peu de riz à côté, moi je mange du poulet, donc un peu de poulet, avec une eau claire où je peux me baigner, ça, le bien-être, il est devenu contextuel. Mais il n'est pas, pour moi et pour Tostan, le bien-être vient de la communauté. Donc une communauté qui n'est pas bien aura des éléments individuels et particuliers qui ne sont pas bien. Mais ça, est-ce que également nos États l'ont compris? Parce que souvent, beaucoup de nos dirigeants se vantent de réalisations matérielles. Or, le bien-être, il est beaucoup plus profond que cela. Si je vous comprends bien, si j'essaie de vous suivre. Oui, donc je pense qu'à la base... Par exemple, un pays qui a subi un traumatisme, un peuple qui a subi un traumatisme, par exemple, son estime de soi, ça rejoint même, pourquoi pas, peut-être... Voilà, les recherches du professeur Cheikh Anta Diop, l'homme africain, certains d'entre eux ont toujours un problème avec leur estime de soi. Hein, ils sont un peu complexés sur les bords, ils sont dans leurs petits souliers quand ils font face à l'autre. Je pense que de cette façon, ils ne seront jamais dans un certain bien-être tant qu'ils n'auront pas peut-être voilà, les enseignements nécessaires pour leur faire savoir qu'ils sont d'égale dignité avec les autres, qu'ils peuvent également, qu'ils ont leur place donc, voilà, à la table des sociétés, des peuples, comme on dit. Donc, je pense qu'il n'y a pas de bien-être catégorique, que nous sommes tous des zèbres quelque part, où nous avons des enseignements que nous avons reçus peut-être à l'école qui nous disent une chose, et quand on se retourne et on rentre dans nos villages, dans nos communautés, on voit autre chose. Mais pour moi, le bien-être, c'est de pouvoir être à l'aise dans le déconfort. C'est pas que la course n'existe pas, qu'il n'y a pas de défis, qu'il n'y aura pas de crise mondiale qui vont nous impacter de manière encore plus disproportionnée. Mais je pense qu'il est important de savoir qu'à la base, l'individu ou sa famille sait comment retourner vers lui-même, comment se tourner vers une force qui va au-delà de notre propre volonté, on va dire. Très bien. Hassan? Oui, je suis en train de voir les mots concernant le bien-être. C'est assez vaste finalement et que c'est contrairement à ce qu'a dit Anta tout à l'heure, c'est pas forcément un truc qui vient de nous, personnel. Qui vient de nous. Ça peut venir de nous aussi. Ça peut venir de nous. C'est-à-dire qu'on peut être seul et être dans le bien-être. Oui, tout à fait. Il y a une partie individuelle, parce qu'à la base, ça commence avec nous. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans des communautés collectivistes. C'est-à-dire que ce soit religieuse, géographique, sociale ou professionnelle, nous faisons partie d'un groupe. Donc, le bien-être collectif, et c'est pour ça que nous sommes réunis à Thiès. 20 pays africains, 180 personnes, c'était pour pouvoir partager notre sagesse. Mais c'est la sagesse accumulée individuellement. C'est vrai. Donc, voilà. Alors, il y a des pays, par exemple, je pense qu'ils ont un peu compris. Le pays modèle en la matière, c'est peut-être le Bhoutan, hein, un tout petit pays en Asie, qui ne calcule pas le produit intérieur brut, mais le bonheur national brut. Est-ce que ce ne serait pas finalement le parfait exemple d'un pays qui a réellement compris le sens du bien-être, de l'équilibre, du bonheur de son peuple? Ça dépend de l'angle sur lequel on le regarde. Parce que quand on parle du bien-être, c'est vraiment le bonheur. Si on n'est pas heureux, on ne peut pas ressentir un certain bien-être. Ou bien, c'est encore relatif ça? En fait, pour moi, les choses sont liées, les deux sont liés. Oui, bien-être égale bonheur, bonheur égale bien-être. Oui, je pense qu'au niveau politique, par exemple, aujourd'hui, nous sommes dans la marche vers les ODD, les Objectifs de développement durable 2030. Oui. Toute politique qui va vers l'assainissement, le palu, l'amélioration de la gestion des maladies tropicales négligées ont à voir avec le bien-être de notre communauté et de nos populations. Donc, même si l'indicateur de succès national n'est pas le bonheur, vous êtes là aujourd'hui parce que vous êtes heureux d'être ici. Moi, je suis là parce que je suis fière de représenter Tostan. Donc, implicitement, nous avons toute cette politique. Ça ne veut pas dire que le Bhoutan n'est pas avant-gardiste. D'accord. Alors, professeur, vous êtes sociologue aussi, je rappelle. Donc, c'est une question qui vous interpelle. Très rapide. Oui, absolument. Je pense qu'il y a deux niveaux, peut-être, du point de vue conceptuel. Le premier niveau, c'est le niveau individuel, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire, le bien-être, c'est quand ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait sont en harmonie. Mais cette harmonie ne peut être définie que dans un cadre. Il peut être un cadre social,
il peut être aussi un cadre environnemental qui implique bien évidemment une interaction entre des individus, des groupes, mais aussi une entité beaucoup supra, si vous voulez, ça peut être l'État. Mais comment créer maintenant un cadre permettant à l'individu de s'épanouir pleinement, de faire valoir ses opinions, mais de vivre aussi d'une manière qui garantisse justement ses libertés, ses droits. Et tous ces éléments-là sont, dans une certaine mesure, interdépendants. Donc, ce n'est pas l'individu, ce n'est pas la société, mais c'est aussi les normes sociales, les codes qui permettent à cet individu-là de s'épanouir pleinement, mais dans une communauté aussi qui définit un certain nombre de règles, de normes qui lui permettent de vivre. Maintenant, bien évidemment, ce bien-être au Sénégal ou ailleurs, dans toute communauté, peut être perturbé par des éléments extérieurs. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde interconnecté. Et donc, vraiment, c'est complexe, mais en même temps simple, si vous voulez. Je pense qu'au sortir de cette première partie, personne maintenant ne doute de la pertinence de ce thème, retenu par Tostan, et qui a fait l'objet d'un colloque international donc, sur le bien-être, parce que le bien-être vaut son pesant d'or. Il est important que soyons-nous sur Terre si on n'était pas dans un certain épanouissement social, surtout, c'est extrêmement important. Et je crois que donc on a eu réponse à beaucoup de nos interrogations durant la première partie avec Mme Karina Ndiaye. Restez avec nous et dans la deuxième partie, on reviendra également sur les autres, disons, avis, recommandations également, bien sûr, des panélistes. Et on aurait pu faire partie le professeur Bodia pour la prochaine édition. Merci beaucoup. Peut-être d'autres questions dans la seconde partie de ce magazine et vous êtes nombreux à nous écrire sur nos différentes plateformes digitales. Un message notamment pour toi, Alioune Badara Kane, celui de Wodoroussi qui dit « Bonjour la RTS, je suis très content de vous suivre depuis Pointe-Noire. Je suis un fidèle téléspectateur de cette émission depuis des années. Je commente très rarement ce magazine. Je n'ai pas forcément le temps, mais aujourd'hui je vais commander à cause de Alioune Badara Kane qui a signé son retour. Alors qui justement nous manquait beaucoup. Et en même temps, félicitations pour ce trophée. Merci beaucoup. Elle est bien gentille, Wodorou. Merci beaucoup. Fidélité. Tout de suite, je vous propose de suivre le clip du jour, un clip que j'offre spécialement à Ryan Nyako qui fête son anniversaire aujourd'hui. Longue vie, grandit en sagesse. Il nous suit justement depuis la Côte d'Ivoire. Tout de suite, c'est le clip du jour. One more time again, I'm afraid to give my heart, 'cause I don't wanna be hurt again, 'cause I don't wanna suffer again, 'cause I don't wanna be hurt again, 'cause I don't wanna suffer again, but I know that love is beautiful. Love is so nice, love is powerful, love is something special, love is beautiful, love is so nice, love is powerful, love is something special. Love is something special. Girl, I come on side. More like deaf, like that, no one deaf. So self-control, they go bye-bye. More like deaf, rolling a bugul, one deaf. Ay. Kalamuno ko gantu, wakatuma like my two. Akabari dore. Ay. C'était Mao Sidibé. Alioune Badara Kane trouve ce choix excellent, un choix sans doute de Aziz ou encore de Francis. Entre les deux, t'aimes bien? Ah non, si c'est un très bon son et puis j'aime bien le clip. C'est un choix de Mor Ndiaye. Moi je sais. Merci beaucoup pour ce choix, Mor Ndiaye. Alors tout de suite, je vous propose de suivre le bulletin d'information proposé par la rédaction de la RTS. On se retrouve juste après. Nous avons eu une discussion très positive avec le président de la République du Sénégal. Notre discussion a porté sur une collaboration possible entre la firme BioNTech et l'Institut Pasteur de Dakar pour développer des vaccins relatifs contre des maladies infectieuses. Et donc nous avons eu un échange très productif avec le président.
Cette collaboration, surtout dans le cadre de la recherche. Nous savons que l'Institut Pasteur de Dakar est assez avancé dans les recherches sur les maladies infectieuses. Et nous aussi, nous avons nos méthodes d'immunologie, et également la technologie ARN messager. Et donc, c'est des domaines dans lesquels les aspects cliniques aussi sont importants. C'est des domaines dans lesquels nous pouvons valablement collaborer avec l'Institut Pasteur de Dakar donc pour faire face aux nouvelles épidémies qui peuvent s'annoncer. La joie de 25 chefs de famille. Ils reçoivent ainsi les clés de leur logement des mains du ministre de l'Urbanisme. Des habitations toutes neuves et spacieuses qui entrent dans le programme des 100 000 logements. Un programme ambitieux du chef de l'État qui commence à porter ses fruits sur l'ensemble du territoire. Grâce à l'État du Sénégal, on a pu acquérir donc un habitat. Là, c'est un honneur, c'est un plaisir. Cette nouvelle cité de la SNHLM est le fruit d'un travail hardi et concerté, destiné à recevoir à terme 318 logements et des équipements collectifs, avec des aménagements VRD de niveau tertiaire pour un coût d'investissement global évalué à 1 912 679 000 francs CFA. Lors de cette cérémonie de remise de clés, le ministre a procédé à la pose de la première pierre de la deuxième phase du projet sur ce site. Et à terme, cette nouvelle cité va accueillir une population de près de 3 000 habitants avec toutes les commodités nécessaires. La consistance des ouvrages réalisés a porté pour l'essentiel sur le terrassement et le nivellement de 12 hectares du site. La réalisation de 3,5 km de routes revêtues avec accessibilité directe vers la route nationale numéro 2, de 6,85 km de réseau électrique enterré, basse tension et moyenne tension, avec équipement d'un poste de transformation d'une puissance de 630 kV. La pose de 9,90 km de canalisation enterrée d'adduction en eau potable, l'aménagement de 18 895 m² de rues en pavé pour plus de 124 emplois directs générés. Dans les prochains jours, l'amélioration du cadre de vie et de l'hygiène publique seront prises en compte avec une plantation d'arbres le long des voies de circulation et l'implantation de points de regroupement normalisés pour la gestion des déchets solides. Le ministre a salué toutes les parties prenantes à la réalisation de ce bijou. Je félicite tous ceux qui ont donné quotidiennement corps et âme, qui se sont donnés corps et âme pour le succès de ce projet. Vos actions concertées, dynamiques, de tous les jours, ainsi que votre savoir-faire, ont permis de mutualiser les efforts de tous les services impliqués dans la mise en œuvre du projet. Je veux citer la DGUA, la DGCH, la SNHLM, la SICAP, la SAFRU et le Fonds pour l'habitat social. Cette cité qui participe au rayonnement de Kébémer va porter le nom de El Hadj Alioune Kébé, ancien député, maire de la commune. À l'horizon 2035, l'État du Sénégal envisage d'éradiquer l'habitat précaire en développant de nouvelles villes, mais aussi en améliorant l'accès au logement à tous les citoyens à moindre coût. Lomé, la capitale togolaise, ville de grandes attractions du football africain ce vendredi 15 décembre 2023. Une pièce unique qui a à la fois réuni et illuminé cette salle, le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Le trophée authentique de la Coupe d'Afrique des Nations, Total Énergie. Les yeux pétillants en attente des discours autour de la Coupe varient d'un personnage à un autre. J'aurais souhaité que mes jeunes soient ici pour qu'ils aient la lumière dans les yeux, pour qu'ils aient les étoiles aussi dans les yeux. J'ai rêvé de remporter à plusieurs reprises ce trophée. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je suis comme un bébé aujourd'hui parce que je vais voir de près la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai joué 2 CAN, mais je n'ai jamais pu toucher cette coupe. C'est une bonne nouvelle pour New York Sport et pour le Togo. Le groupe de télévision New World TV, basé au Togo, désormais détenteur des droits de diffusion et de distribution des compétitions de la CAF, dont la CAN Côte d'Ivoire 2023, a mis les petits plats dans l'écran avec la CAF pour offrir un spectacle exceptionnel aux amateurs et professionnels de football présents ce vendredi à Lomé. C'est beau, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Je me réjouis déjà. J'ai touché aussi la Coupe du Monde, toujours via New World TV. C'est un trophée qui donne envie. Je me souviens de combien j'ai rêvé de le porter. J'imagine que c'est
c'est le rôle de tout un chacun, c'est beaucoup d'inspiration. Donc c'était important pour New World TV qui a réussi à obtenir les droits de cette compétition, d'avoir à son tour la possibilité de montrer ce trophée aux Togolais. Cette présentation solennelle de la Coupe lance bien les hostilités d'une CAN aux promesses innovatrices sur les écrans des abonnés de New World TV. La particularité, c'est qu'elle va diffuser le droit en anglais, mais aussi dans toutes les langues locales. Et puis elle va faire un magnifique plateau à Abidjan. Et nos journalistes seront partout en Afrique pour retransmettre, pour faire vivre l'ambiance de la Coupe d'Afrique des Nations. Si la présentation d'un trophée devient coutume pour New World TV, les ateliers préparatoires d'avant-compétition avec les médias et plateformes diffuseurs le sont aussi. C'est une première et c'est une grande fierté. Ça fait 15 ans qu'on se bat pour que les événements africains soient produits par des Africains qui sont compétents. C'est la deuxième fois que nous venons ici pour ce workshop atelier. La première fois, c'était lors de la Coupe du Monde au Qatar. Depuis la diffusion en Afrique subsaharienne de la Coupe du Monde 2022, la télé panafricaine ne cesse de mieux exprimer ses ambitions de produire des contenus par les Africains, pour les Africains. C'était le bulletin d'information proposé par la rédaction de la RTS. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue. Il est 7h43. On passe à la seconde partie de la rubrique invité. Et ce matin, nous recevons en plateau Dr Mamadou Bodian. Il est membre du comité d'organisation du centenaire de Cheikh Anta Diop. Aline Badara Kane, c'est à toi, sans transition. Voilà, il aurait eu 100 ans s'il était encore parmi nous. Le plus grand savant noir de l'histoire, hein, le plus audacieux, selon Aimé Césaire. Hein. Quand ça vient d'un tel monsieur, cela démontre toute la portée, en tout cas, du travail laissé par le professeur Cheikh Anta Diop. Hein. Et d'ailleurs, cela rejoint même le thème, en tout cas, de cette année, hein, quand on parle d'audace. Parce que vous dites, en fait, que pour ce thème, Cheikh Anta, 100 ans après, les défis de la reconstruction d'une pensée audacieuse pour l'Afrique. Les défis, donc, de la reconstruction d'une pensée audacieuse pour l'Afrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis sa disparition, on n'a pas eu une autre pensée plus audacieuse que la sienne. Qu'est-ce qu'il explique, selon vous? Merci beaucoup. Vous savez, Cheikh Anta Diop, c'est un monument de la connaissance, un monument du savoir. Ce qu'il a pu introduire, c'est vraiment ce qu'on appelle une révolution paradigmatique. Puisque pendant longtemps, on a pensé que l'Afrique n'avait pas d'histoire. Et que l'histoire se réduisait bien évidemment à la colonisation, à ce que les Européens nous ont donné. Et toutes les théories qui ont été développées jusqu'à l'avènement de Cheikh Anta, bien évidemment, ont pu montrer que l'Afrique était à la périphérie de l'histoire et que son histoire s'est résumée à l'histoire de la colonisation, alors que l'Afrique a existé bien avant la colonisation, et même a existé avant même la civilisation occidentale telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il est clair. Donc cette perspective eurocentrique ou eurocentrée du savoir a été complètement chamboulée par l'idée de Cheikh Anta Diop, qui est venu jeter comme, disons un peu dans cet engrenage intellectuel de l'époque, l'idée qu'en vérité, l'Afrique est l'alpha et l'oméga de tout, n'est-ce pas? C'est l'Afrique qui a inspiré les civilisations du monde. C'est l'Afrique qui a peuplé le monde, puisque les premiers hommes étaient des Africains et ils ont migré vers l'Europe. Et il a montré effectivement, à travers des exemples empiriques, comment cela s'est passé. Mais il a aussi montré comment la civilisation égyptienne, qui est un peu une des plus grandes civilisations de l'époque, a inspiré tout le monde. La plus grande. Les Grecs, à l'époque, étaient venus en Égypte apprendre. Quand on parle de Pythagore, de Thalès, mais c'est des gens qui ont passé 13 ans, 14 ans. Donc, l'Égypte était noire. D'ailleurs, ces chercheurs grecs de l'époque décrivaient les Égyptiens comme étant des Noirs. Exactement. Et voilà. Donc il y a tout ce débat-là. Donc, il a changé il a montré effectivement qu'il y avait que les théories antérieures marchaient avec la tête et qu'il fallait maintenant les redresser. C'est exactement ce qu'il a fait et c'est ce qui a constitué une révolution. Donc, aujourd'hui, nous le célébrons pour d'abord montrer aux Africains qu'il faudrait regagner l'estime de soi, c'est qu'on n'est pas les derniers de la classe. On a eu des penseurs qui ont montré effectivement que beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui sont en réalité un emprunt de ce qui a existé en Afrique et qu'en vérité,
il ne faudrait pas être complexé. Et c'est ce complexe-là que Chianti a brisé dans un contexte de colonialisme où pratiquement beaucoup d'intellectuels ont préféré justement ranger leurs plumes ou embrasser une certaine conception du monde qui tranchait avec la réalité de l'Afrique. Et je pense que c'est important aujourd'hui de célébrer ce moment-là, mais de célébrer aussi une certaine réflexion centrée sur l'Afrique, mais la nécessité pour l'Afrique de se réinventer en s'appropriant ces réflexions de Cheikh Diop-là. C'est pourquoi nous avons jugé, à l'occasion du centenaire de sa naissance, d'organiser une série d'activités. Je ne sais pas si je peux revenir là-dessus. Mais bien sûr. Parmi ces activités-là, il y a notamment une conférence inaugurale sur l'œuvre de Cheikh Anta Diop et les défis de la reconstruction d'une pensée audacieuse pour l'Afrique, qui sera animée par des intellectuels de renom, parmi lesquels nous avons Aboubakar Moussalam, qui est un des disciples de Cheikh Anta Diop, qui a beaucoup travaillé aussi sur la migration, qui est une question d'actualité aujourd'hui, puisque beaucoup de gens en parlent. Mais Cheikh Anta a montré effectivement que la migration est un phénomène naturel et que les peuples ont toujours aspiré à se déplacer. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont peuplé le monde. Mais au-delà de la migration, c'est aussi beaucoup de choses que nous colportons. Nous colportons des idées, nous colportons une culture, etc. Et c'est comme ça que l'Afrique a été le centre de diffusion de beaucoup d'éléments culturels. Ça peut être des objets, ça peut être aussi des idées qui ont irrigué le monde. Et je pense que c'est important de s'arrêter sur ces éléments-là, surtout aujourd'hui que nous sommes dans un monde globalisé, où beaucoup de phénomènes, beaucoup de défis s'imposent à nous. Mais je pense qu'il y a aussi les réflexions de quelqu'un comme Somé Yoporoka, qui est un chercheur, égyptologue, mais aussi historien, qui a beaucoup travaillé sur la philosophie égyptienne. Il est kenyan, n'est-ce pas? Non, il est burkinabé, mais il travaille au Kenya, au Centre pour la Renaissance africaine, qui a développé vraiment des réflexions assez originales sur la philosophie égyptienne, mais comment aussi a inspiré toutes les autres philosophies. Et je pense que c'est important de montrer que l'Afrique a toujours été à l'avant-garde de tout ce que nous avons connu aujourd'hui comme grande œuvre intellectuelle, mais au-delà de l'intellect, mais on peut la construction, l'architecture, l'ingénierie, etc., à une certaine époque, et qu'il faudrait aller se réapproprier ces idées-là. Donc c'est ça un peu l'idée de ce centenaire-là. Et puis nous avons aussi un autre panel sur sortir des chantiers battus, parce qu'il ne faudrait pas s'enfermer sur Cheikh Anta Diop et entrer dans une sorte de déification de l'homme. C'était un homme qui a produit quelque chose, mais je pense la génération... cette génération-là et la génération future doivent s'approprier ces idées, mais en transcendant Cheikh Anta Diop, bien sûr, mais en jetant justement un éclairage à partir de ces idées sur les nouveaux phénomènes ou les défis auxquels nous sommes confrontés. On parle d'intelligence artificielle, on parle aussi de l'énergie, on parle un peu du gaz et du pétrole chez nous. Mais qu'est-ce qu'on peut tirer de ces enseignements de Cheikh Anta Diop-là pour nous positionner dans un monde en mutation perpétuelle. Il y a d'autres choses, un vernissage. Et puis du 26 au 29, il y a un grand colloque sur l'égyptologie qui sera organisé par des égyptologues, mais aussi des disciples de Cheikh Anta Diop. Il a touché à tout. Je rappelle que vous faites partie également des experts du sommet paix et sécurité de Dakar. Et par rapport à la sécurité du continent, le professeur Cheikh Anta Diop, à l'époque, avait théorisé l'idée de la création d'une armée continentale. Absolument. Et quand on voit presque 60 ans après, les Africains parlaient encore de cela, ça veut dire qu'il a été vraiment avant-gardiste. Visionnaire. Absolument. Visionnaire. Absolument. Oui, évidemment. En fait, il y a beaucoup d'idées qu'il a évoquées. Ça, c'est un peu ça, surtout ça, sur le plan politique. Il y a beaucoup d'idées que Cheikh Anta Diop avait évoquées à l'époque sur le panafricanisme, bien évidemment, parce qu'il faut une solidarité africaine, ou panafricaine si vous voulez. Et le fédéralisme dont il prônait était aussi un exemple de la manière dont l'Afrique pouvait se positionner en tant qu'entité, pas en tant qu'État individuel. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce continent qui représente... L'Afrique fait 30 millions de kilomètres carrés, comparé par exemple aux États-Unis qui fait 9 millions de kilomètres carrés. Donc on peut avoir les États-Unis, la Chine, l'Europe, une partie de l'Europe, dans l'Afrique, et il resterait encore de l'espace. Mais imaginez aujourd'hui que ce continent qui regorge beaucoup de potentialités, des matières premières, mais a juste besoin d'un leadership fort. Mais le leadership fort, ce n'est pas un leadership avec nos États morcelés ou de petites entités, mais il faut aller vers la création de ces entités-là, créer un marché sous-régional ou régional, explorer les niches d'opportunités pour
avoir une certaine souveraineté sur notre ressource, sur nos terres, sur le plan des idées aussi, une souveraineté de ce point de vue-là. Et c'est comme ça qu'on peut repositionner l'Afrique. Et sur la question de la sécurité, vous l'avez évoqué. Aujourd'hui, on parle de la force africaine en attente, qui attend alors que l'Afrique est à feu. Et je pense qu'il faudrait aller résolument vers une opérationnalisation de ces forces-là et permettre à l'Afrique d'avoir cette souveraineté-là sur le plan sécuritaire. Donc voilà un peu quelques idées que peuvent inspirer les réflexions de Cheikh Anta Diop. Assantine? Oui, moi, quand on parle de Cheikh Anta Diop, et que quand je revois ses vidéos, quand il parle, surtout quand il s'exprime en Wolof, je me suis dit que Cheikh Anta Diop, c'est quelqu'un qui pourrait être, en tout cas, qui pourrait avoir, s'il était encore parmi nous, il pourrait avoir une écoute beaucoup plus attentive de la part des populations dans leur ensemble. Mais actuellement, on a l'impression que Cheikh Anta Diop, c'est pour l'intelligentsia, une certaine élite des Sénégalais. Donc comment faire, en tout cas, dans ses œuvres, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait intéresser, en tout cas, le grand public, sachant qu'il a fait, comme l'a dit Alioune Badara, il a touché à presque tout. Est-ce que ce n'est pas son héritage qui est un peu escamoté? Il y a une partie qui est utilisée, une autre qui est... Qui en rate et l'autre... Oui, en fait, je ne pense pas que son héritage a été escamoté, mais je pense qu'il y a eu... bien évidemment, une entreprise de le mettre en minorité. Et, bon, pour des raisons purement politiques, hein, que vous connaissez, dans les années 70, etc., 60, parce que Cheikh Anta était porteur d'un idéal. Un opposant de Senghor, il faut le dire. Un opposant de Senghor. Et finalement, malheureusement, son idée n'avait pas eu un environnement politique favorable pour éclore. D'ailleurs, lui, il a été confiné à l'IFAN. On ne l'autorisait pas à enseigner. Ça, c'était déjà un premier blocage. Donc, je pense qu'il y a eu une rupture dans la chaîne de transmission que malheureusement, les héritiers n'ont pas pu faire. Et je pense qu'aujourd'hui, dans cette œuvre de reconstruire une nouvelle pensée pour l'Afrique, mais surtout un nouveau narratif sur l'Afrique, il y a lieu de vulgariser les œuvres de travail de Cheikh Anta Diop. C'est pourquoi nous invitons les Sénégalais à venir assister massivement à cet événement-là, surtout la conférence inaugurale qui aura lieu le 21 décembre, et les autres activités qui auront entre le 22, 23 jusqu'au 29, y compris le colloque sur l'égyptologie. Et je pense que c'est un moment fondateur pour aller résolument vers une appropriation du travail de Cheikh Anta Diop, mais une meilleure vulgarisation pour permettre au grand public, mais surtout les jeunes, de s'approprier ses idées et ses pensées, y compris le travail qu'il a fait, qui est extraordinaire sur le plan de la linguistique. Aujourd'hui, nous parlons de l'introduction des langues nationales dans le système, dans le curriculum. Or, on sait que nos enfants vont à l'école à l'âge de 7 ans, mais avant 7 ans, ils apprennent d'autres langues, nos langues maternelles. Donc, quelqu'un qui arrive à l'école et qui apprend une autre langue, c'est comme s'il avait perdu 7 ans. Parce que la langue est différente du savoir, alors que nous portons un patrimoine déjà à la maison, qui en vérité devait être valorisé, mais malheureusement, à cause de la langue, nous avons du mal à transmettre ou à exprimer le fond de notre pensée. Donc c'est important aujourd'hui de réapproprier Cheikh Anta Diop et de le contextualiser. Alors, c'était une question qui lui était destinée, ou bien... Je voulais juste rebondir rapidement sur ce qui a été dit, parce qu'à Tostan, on a travaillé avec 3000 communautés en langue locale. Et ça, c'est dans tous les pays où nous avons travaillé. Et donc ça fait partie justement de son héritage. Ayant été le mentor de notre fondatrice, il y avait cet aspect dignité et valorisation de l'apprenant, donc où le savoir doit correspondre au contexte. Et là, on revient encore une fois au Forum régional africain sur le bien-être. Il y a cette pérennité et ce respect pour l'environnement, où on n'est pas moins que ou plus que qui que ce soit, mais nos langues, notre nourriture, nos pratiques sont aussi riches et fortes en résilience individuelle et collective. Donc c'était juste pour dire que nous sommes un des symptômes, on va dire, de l'héritage du docteur Cheikh Anta Diop. Et je dirais même que le bien-être commence par une meilleure affirmation de soi, par une bonne estime de soi. Et c'est ce qui manque à beaucoup d'Africains. Et cela, je pense que le meilleur canal pour inculquer cela, cette estime de soi à nos jeunes, resterait bien l'école. Mais en Afrique, sur le continent, est-ce que le professeur Anta Diop est suffisamment enseigné aux jeunes générations? Je ne pense pas. Alors à ce niveau, qu'est-ce qu'il y a à faire quand même pour qu'on puisse connaître davantage le professeur Anta Diop? L'Africain, il connaît beaucoup plus Mahatma Gandhi
Lincoln que le professeur Cheikh Anta Diop. C'est incroyable. Alors qu'aujourd'hui, chaque grand ensemble essaie de vendre ses grands hommes. L'Europe nous vend Voltaire, le siècle des Lumières. Voilà, l'Inde nous vend Mahatma Gandhi. Mais l'Afrique, quand même, a des fils qu'elle pourrait bien offrir, vendre aux autres. Le professeur Cheikh Anta Diop, voilà, Nelson Mandela. Mais je pense que de tous, le professeur Cheikh Anta Diop est au-dessus quand même. Mais il est sous-vendu. Un pays comme le Burkina, je sais qu'en tout cas, il vénère. Voilà, il le vénère, mais quand même, quand vous prenez l'Afrique dans sa globalité, le processus Anta Diop est encore méconnu. Oui, oui, en fait, c'est vrai. Et je pense qu'il est de plus en plus approprié par d'autres communautés. Hein. J'ai fait 7 ans aux États-Unis, c'est là-bas que j'ai fait ma thèse en sciences politiques. Mais chez Anta, dans certaines communautés, c'est comme un prophète. Et les gens sont en train de se réapproprier ses pensées dans cette entreprise de libération justement de l'homme noir. Effectivement. Et je pense que dans le cadre du réarmement moral et intellectuel, surtout ça. Et il faut que chez Anta il faut qu'on réserve une place de choix à chez Anta Diop, pas seulement à travers les colloques qui sont en vérité des conclaves entre initiés. Mais je pense qu'il faut aller vers une popularisation justement de son travail. Et les gens ont commencé à le faire. Hein. Des artistes comme Simon, pour ne pas le citer, a fait un excellent travail en montrant un peu le parcours de Cheikh Anta Diop. Et il y a d'autres écoles, d'autres mouvements, Carbone 14 et d'autres, avec qui nous travaillons, qui participent justement à la vulgarisation du savoir. Bon, il y a d'autres qui investissent de plus en plus. La Fondation UCAD fait un travail remarquable de ce point de vue-là. Mais je pense qu'il faut, dans ce cadre-là, que l'université Cheikh Anta Diop, qui est l'université qui porte le nom de Cheikh Anta Diop, fasse beaucoup plus d'efforts d'abord dans cette vulgarisation. Et le recteur est en train de faire un excellent travail. Et je pense que l'organisation de ce centenaire-là en est un témoignage. Mais il faut aller plus loin et inviter les autorités étatiques à introduire dans le curriculum les enseignements de Cheikh Anta Diop. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut amener les enfants à connaître Cheikh Anta, c'est comme ça qu'on peut les amener à renouer avec les réflexions et les pensées de Cheikh Anta Diop et perpétuer justement son héritage et son legs. Merci beaucoup, docteur. J'espère que cet appel sera entendu et que Cheikh Anta Diop sera davantage mieux enseigné dans nos écoles pour que nos jeunes puissent véritablement avoir ces outils et pouvoir faire face à l'autre. C'est extrêmement important, l'estime de soi. L'estime de soi, il était question beaucoup donc de cela lors de ce colloque sur le bien-être également. Le prochain, il aura toujours lieu à Dakar, plutôt à Thiès. Quelles sont également vos attentes par rapport à ce colloque-là? En guise de conclusion, Madame Diaye. Oui, donc une des recommandations les plus fortes était la co-création respectueuse avec la jeunesse. Donc, c'était pas pour moi, mais sans moi. Donc, pour moi, avec moi et ensemble. On va faire en 2024 un autre sommet sur le bien-être, donc Wellbeing Forum, mais axé sur les enjeux, les actions et la co-création de la jeunesse, ou avec la jeunesse. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, docteur Bodian. Excellente journée. Merci, Madame Diaye. Merci, Aline Badar Alkan. Bon, tu sais pourquoi tu m'as pas manqué? Tu sais pourquoi tu m'as pas manqué? Oui. Pourquoi? En fin d'émission, tu fais quoi? En fin d'émission, je fais quoi? Je suis rapide des minutes. Alors, merci beaucoup à Samsung de m'avoir accompagné ce matin. On va se quitter avec ces propos, cette vidéo de Cheikh Anta Diop en vous souhaitant une agréable journée avec les programmes de la RTS. À demain avec Adama Anouchkaba. C'est la preuve que, vous voyez, on a presque le cerveau vidé et les arguments d'une certaine source ne se fixent plus. C'est ça l'aliénation. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar vous convie à la... I gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was left to be done.